J'ai 71 ans et aujourd'hui, mon fils unique m'a frappé au visage parce que j'ai demandé à sa femme de ne pas fumer à côté de moi. Il m'a traité de vieux puant et m'a dit de me taire. Elle a ri et a commenté qu'il était temps que quelqu'un me remette à ma place. Je suis tombé, mes lunettes se sont cassées et pendant que je ramassais les morceaux de verre par terre avec mes mains tremblantes, j'ai compris quelque chose de très simple. Pendant 15 ans, j'ai supporté des humiliations parce que je croyais que ça s'appelait une famille. Pendant 15 ans, j'ai gardé le silence sur ce que j'avais. Pendant 15 ans, mon fils n'a même pas soupçonné ce que je possédais réellement. Mais 15 minutes après ce coup, j'ai passé un appel téléphonique et tout a changé pour toujours. Mon fils était convaincu que j'étais un vieil homme sans défense accroché à son cou. Il se trompait. La cuisine sentait le bouillon maison et les steaks frits parce que Pierre Dubois cuisinait depuis le petit matin. Il était debout devant l'évier, lavant la vaisselle et regardant par la fenêtre vers la cour de novembre. Derrière lui, il entendit le clic d'un briquet et Pierre sentit l'odeur de cigarette avant même de se retourner. Sandrine, sa belle-fille, était assise à la table de la cuisine, fumant et secouant les cendres directement dans sa tasse de thé. Elle avait 39 ans et une beauté froide. Pour elle, Pierre était comme un vieux meuble, quelque chose de démodé et d'inutile. Pierre sentit sa poitrine se serrer. L'asthme le tourmentait depuis 15 ans, depuis la mort de Monique, sa femme. Il sortit de sa poche l'inhalateur et parla de la voix la plus douce possible. Sandrine, s'il te plaît, pourrais-tu fumer sur le balcon? J'ai de l'asthme, j'ai du mal à respirer quand on fume près de moi. Sandrine ne tourna même pas la tête vers lui et répondit avec un ton de mépris absolu. C'est aussi ma cuisine. Si ça ne te plaît pas, sors. Pierre voulut répondre mais se tut, comme il se taisait toujours. Il retourna vers l'évier et continua à laver la vaisselle, essayant de respirer peu profondément pour ne pas tousser. À ce moment-là, Julien entra dans la cuisine, son fils unique, l'enfant qu'il avait élevé et éduqué. Julien avait 42 ans, travaillait comme chef de projet dans une entreprise de construction. Ce matin-là, il s'était déjà levé de mauvaise humeur. Il y avait des problèmes au travail. Sandrine exigeait une nouvelle voiture et la vie lui paraissait profondément injuste. Julien arriva à entendre les dernières paroles de son père et s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Son visage se déforma avec une grimace que Pierre connaissait trop bien. Tu recommences encore avec ça? Demanda Julien, et dans sa voix, il y avait tant de venin que Pierre rentra instinctivement les épaules. Toujours ton drame de l'asthme. Sandrine a le droit de fumer dans sa propre maison. Fils, je lui ai juste demandé de... commença Pierre, mais il n'eut pas le temps de finir. Quelque chose se brisa en Julien. Il fit un pas vers son père, le visage décomposé. Pierre vit la scène au ralenti, la main qui se levait, le poing qui se serrait, le cou qui approchait. Tais-toi! Tu sens pire que les cigarettes? Tu te rends compte à quel point tu nous fatigues tous? Le coup de poing l'atteignit à la joue avec une force brutale. Pierre fut projeté en arrière, se cogna la hanche contre l'évier et tomba au sol. Ses lunettes s'envolèrent et les verres se brisèrent sur les carreaux. La douleur au visage était aiguë, mais encore plus lancinante était une autre douleur, celle qui se planta plus profondément, là où est supposé être le cœur. Sandrine rit et dit avec un plaisir évident. Il était temps que quelqu'un te remette à ta place. Pierre était allongé sur le sol froid, regardant le plafond. Il avait 71 ans. Il avait élevé cet enfant qui maintenant se tenait debout au-dessus de lui, les poings serrés. Il avait passé des nuits blanches quand Julien tombait malade. Il avait travaillé dans 2 emplois pour lui payer l'université. Il avait vendu sa maison de campagne pour l'aider avec l'acompte de sa première voiture. Et maintenant, cet enfant était là, planté, sans même penser à lui tendre la main pour l'aider à se relever. Julien respirait de façon agitée, et peu à peu sur son visage commençait à poindre la compréhension de ce qu'il venait de faire. Mais au lieu du repentir apparut l'auto-justification. Il se répétait intérieurement qu'il avait raison, que c'était la faute de son père. Lève-toi, grogna Julien en se retournant. Arrête ton numéro. Pierre se redressa lentement, puis il se mit debout tout aussi lentement. Ses genoux tremblaient, mais il s'obligea à rester droit. Il se baissa et commença à ramasser les restes de ses lunettes, les plaçant avec soin dans sa paume. Sandrine écrasa sa cigarette dans sa tasse de thé et dit avec un sourire
Allez, Julien, qu'il reste à ramasser, au moins comme ça il sert à quelque chose. Ils sortirent de la cuisine, et Pierre resta seul. Il demeura quelques secondes immobile, tenant dans sa main les verres brisés. Quelque chose changea en lui à ce moment-là. Quelque chose bougea et s'enclencha avec un clic audible. Il supportait depuis 15 ans, se convainquant que c'était normal, que toutes les familles avaient des problèmes. Mais maintenant, debout dans cette cuisine, le visage enflé et les lunettes en morceaux, Pierre vit enfin la vérité. Ce n'était pas une famille, ça ne l'avait jamais été. C'était autre chose, quelque chose de laid et de cruel, qu'il appelait famille seulement parce qu'il avait peur de se retrouver seul. Il alla dans sa chambre, une pièce minuscule au bout du couloir qu'on lui avait assigné quand il s'était installé là après la mort de Monique. C'était la plus petite chambre de l'appartement, un ancien débarras transformé en quelque chose qui ressemblait à une chambre. Au mur était accrochée une unique photo de Monique, sa femme décédée, qui le regardait avec un sourire doux. Pierre s'assit sur le lit et resta ainsi, regardant fixement le mur. Il sentait sa joue palpiter et remarquait que l'hématome se formait. Puis il se souvint de quelque chose, d'une carte de visite qu'il avait reçue 3 mois auparavant de la part d'une jeune notaire. Cette notaire, une femme sérieuse d'une trentaine d'années, était restée à parler avec lui un peu plus longtemps que nécessaire. Et Pierre lui en avait dit plus que de raison. Il lui avait parlé de son fils, qui passait des semaines sans lui adresser la parole, de sa belle-fille, qui lui disait qu'il était un fardeau. La notaire l'avait écouté attentivement et lui avait donné sa carte. Si un jour vous voulez mettre vos papiers en ordre, appelez-moi, lui avait-elle dit. Parfois, ranger les documents aide à ranger la vie. Pierre sortit cette carte du tiroir de la table de chevet où elle était restée tous ces mois et la regarda. Il sortit son vieux mobile et composa le numéro. Les sonneries lui parurent trop fortes dans le silence de la chambre. Étude notariale, Rivas and Associés. Bonjour, répondit une voix féminine. Bonjour, dit Pierre. Sa propre voix lui parut étrange, sereine et ferme. Je suis Pierre Dubois. Vous m'avez laissé une carte il y a 3 mois. Vous vous souvenez? Il y eut une brève pause et le ton devint plus chaleureux. Bien sûr que je me souviens, monsieur Dubois. Vous êtes prêt? Pierre regarda la photo de Monique au mur. Elle continuait à lui sourire et il lui sembla qu'elle hochait la tête. Oui, répondit-il. Je suis prêt. Je pourrais venir aujourd'hui si c'est possible, maintenant même. Il lui dicta l'adresse et raccrocha. Puis il s'allongea sur l'oreiller et ferma les yeux. Son cœur battait trop vite et il sentait une pression dans la poitrine, mais ce n'était pas l'asthme. C'était autre chose, quelque chose de très proche de la sensation de libération. Pour la première fois en 15 ans, Pierre sentait que sa vie était entre ses propres mains. Il resta ainsi quelques minutes à écouter les bruits de la maison. Du salon lui parvenaient les voix de Julien et Sandrine. Ils regardèrent la télévision et riaient. Ils avaient déjà oublié ce qui s'était passé dans la cuisine. Pierre se leva du lit et alla vers l'armoire. Sur l'étagère du haut, derrière plusieurs vieux pulls, il y avait une boîte. Il la descendit et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents. Beaucoup de documents qu'il gardait depuis des années sans les montrer à personne. Actes de propriété, contrats de location, extraits bancaires, l'histoire de sa vraie vie, de cette partie de sa vie que son fils ignorait complètement. Il étala les documents sur le lit et commença à les réviser. L'acte de propriété de l'appartement dans lequel il vivait portait son nom. Il ne l'avait jamais transmis à Julien, bien qu'il le lui ait promis il y a des années. Quelque chose le retenait, une sorte de voix intérieure qui chuchotait « Attends, ne te précipite pas. Regarde d'abord quel genre d'homme devient ton fils. » Maintenant, il le voyait clairement. Il y avait aussi les actes de propriété de 2 autres appartements dans le centre de Paris que Pierre louait depuis des années. Les loyers allaient sur un compte à son nom, un compte dont Julien ne savait rien. Il ne le savait pas parce qu'il ne demandait jamais, ne s'intéressait jamais à la façon dont vivait son père. Julien était convaincu que son père survivait avec une pension minimum et dépendait totalement de lui. Cette certitude le rendait arrogant et cruel, parce qu'il était convaincu que Pierre n'avait nulle part où aller. « Pauvre vieux, sans un centime, où va-t-il aller ?» pensait Julien.
Julien se trompait. Soudain, une douleur aiguë lui traversa la poitrine, et Pierre porta la main à son cœur. C'était une douleur forte, lancinante, différente de tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Il essaya d'inspirer, mais l'air n'entrait pas dans ses poumons. Des taches noires troublèrent sa vue, et il comprit qu'il tombait. La dernière chose qu'il vit avant de perdre conscience fut le visage de Monique dans la photographie au mur. Le fracas de la chute retentit dans tout l'appartement, et pendant quelques secondes, la maison resta silencieuse. Puis du salon, on entendit la voix irritée de Julien. Qu'est-ce que c'était encore? Il a encore fait tomber quelque chose. Sandrine éclata de rire. Peut-être qu'il a enfin trébuché sur ses propres pieds. Mais le bruit ne se répéta pas, et de la chambre n'arrivait aucun son. Julien attendit encore une minute, et à contre-cœur se leva du canapé. « Je vais voir », marmonna-t-il. Il marcha dans le couloir jusqu'à la chambre de son père, poussa la porte et vit Pierre étendu au sol, inconscient. Autour de lui, il y avait des documents éparpillés. La première réaction de Julien fut de s'irriter. « Encore du théâtre » pensa-t-il. Mais tout de suite, il se rendit compte que la poitrine de son père ne bougeait pas, ou si peu qu'on le remarquait à peine, et quelque chose de froid s'agita en lui. « Papa » l'appela-t-il avec prudence. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il n'y eut pas de réponse. Julien resta dans l'encadrement de la porte, regardant le corps immobile de son père. Quelque part, très profondément, un sentiment qui dormait depuis des années commença à se réveiller. La peur. Il s'obligea à faire un pas en avant, puis un autre, et s'agenouilla près de Pierre. Ses mains tremblaient quand il lui toucha l'épaule. « Papa » l'appela-t-il de nouveau, maintenant d'une voix rauque. « Papa, tu m'entends? Ouvre les yeux. » Pierre ne réagissait pas. Sa poitrine montait et descendait à peine, et c'était le seul signe qu'il était encore vivant. Julien posa 2 doigts sur le cou de son père, essayant de lui trouver le pouls, mais il ne savait pas si ce qu'il sentait était le cœur de Pierre ou le sien propre. « Appelle l'ambulance » rugit-il vers Sandrine. « Qu'est-ce que tu fais là? Vite !» Sandrine sursauta à son ton, sortit son mobile et commença à composer. Ses doigts tapaient le numéro pendant que Julien restait assis par terre à côté de son père. « Samu, bonjour. Il y a ici un monsieur qui s'est trouvé mal, » dit Sandrine d'une voix rapide. Un homme âgé, 71 ans. Il est allongé au sol, inconscient. L'adresse est 14 rue des Jardins, porte 73. Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, Julien resta assis près du corps de son père, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il le regarda vraiment. Pierre avait vieilli, beaucoup vieilli. Les cheveux presque blancs et clairsemés, la peau flasque sur les joues, les mains pleines de taches de vieillesse. Quand est-il devenu si vieux ? Pensa Julien. Son regard tomba sur les papiers jetés près de Pierre, et presque sans réfléchir, il se pencha vers eux. Mais à ce moment-là, la sonnette retentit. « C'est l'ambulance » dit Sandrine, et alla ouvrir. Julien se leva précipitamment, et d'un mouvement instinctif, poussa du pied plusieurs documents sous le lit. Il ne savait même pas pourquoi il faisait ça. Dans la chambre entrèrent 2 secouristes. Un jeune homme avec une mallette et une femme d'une 50aine d'années, au visage fatigué mais attentif. La femme s'agenouilla immédiatement près de Pierre pour l'examiner. « Infarctus », dit le médecin au bout d'une minute. « La tension chute. » Julien était appuyé au mur, observant ce qu'il faisait. Soudain, le médecin leva la tête et le regarda directement. Son regard était perçant, évaluateur. « Votre père » demanda-t-elle. « Oui », répondit-il. Pierre Dubois, 71 ans. Il a de l'asthme. Le médecin hocha la tête, mais continua à le regarder avec attention. Cet hématome au visage et la blessure au front. Julien sentit sa bouche sèche et lâcha la première chose qui lui vint à l'esprit. « Il est tombé », dit-il. « Je suppose que quand le malaise l'a pris, je l'ai trouvé déjà au sol. » Le médecin ne lui répondit pas, mais quelque chose dans son regard changea. Elle se pencha de nouveau sur Pierre et continua à travailler. À ce moment-là, Pierre gémit et ouvrit les yeux. Son regard était trouble, désorienté. Il essaya de se redresser, mais le médecin le retint avec douceur. « Restez tranquille », lui dit-elle. « Vous avez perdu conscience. Nous sommes l'ambulance. » Pierre cligna des yeux plusieurs fois
et peu à peu, son regard s'éclaircit. Il regarda le médecin, puis le jeune homme, et enfin Julien. Quand ses yeux croisèrent ceux de son fils, Pierre ne détourna pas le regard. Il le regarda directement avec calme. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau que Julien n'avait jamais vu. « Comment vous sentez-vous » demanda le médecin. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Pierre la regarda et garda le silence quelques secondes. « J'ai eu une douleur au cœur, dit-il enfin. J'ai paniqué et je suis tombé. » Le médecin se pencha un peu plus vers lui et baissa la voix. « Monsieur Dubois, cet hématome que vous avez à la joue n'est pas dû à une chute. J'ai 30 ans d'expérience comme médecin et je sais très bien à quoi ressemble un coup de poing. Quelqu'un vous a frappé. » Le silence se fit dense. Julien sentit que son cœur battait dans sa gorge. Pierre regarda son fils longtemps, avec attention. Puis il reporta son regard vers le médecin. « Je suis tombé, » répéta-t-il d'une voix basse mais ferme. « J'ai trébuché sur le seuil et je suis tombé. » Le médecin soutint son regard quelques secondes de plus. « Vous êtes sûr ?» Pierre hocha la tête. « Sûr. » Julien laissa échapper l'air sans se rendre compte qu'il avait retenu sa respiration. Son père venait de le couvrir. Le même père qui l'avait frappé au visage venait de mentir pour le protéger. Le médecin sortit une carte de sa poche et la laissa sur la table de chevet. « Voici ma carte personnelle, » dit-elle à Pierre. « Je suis le docteur Sophie Moreau. Si vous avez besoin d'aide, n'importe quel type d'aide, appelez-moi. » Pierre regarda la carte et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Merci, docteur Sophie. » La demi-heure suivante se remplit de procédures médicales. Ils lui firent un électrocardiogramme, prirent sa tension plusieurs fois. Le jeune homme lui demandait quels médicaments il prenait, quelles maladies chroniques il avait. Pierre répondait avec patience et précision, et Julien écoutait surpris, découvrant qu'il ne savait pas la moitié de ce que son père racontait. Il ne savait pas qu'il avait de l'hypertension depuis 5 ans. Il ne savait pas qu'il prenait des médicaments chaque matin. Il ne savait pas qu'il avait des problèmes d'estomac. Il avait passé des années à vivre mur à mur avec cet homme et ne savait pratiquement rien de lui. Finalement, le médecin annonça que l'état s'était stabilisé et qu'une hospitalisation n'était pas nécessaire, mais qu'il fallait un repos absolu, au moins pendant 1 semaine. « Y a-t-il quelqu'un qui puisse s'occuper de lui » demanda-t-elle en regardant Julien. « Bien sûr, » répondit-il trop rapidement. « Ma femme et moi vivons ici. » Le médecin lui jeta de nouveau ce regard qui faisait que Julien se sentait mal à l'aise. « Bien, » dit-elle finalement. « Repos total, pas de préoccupation, pas de stress. » Les secouristes rangèrent dans leurs affaires et partirent. L'appartement resta silencieux. Sandrine passa la tête par la porte. « Alors, il va vivre » demanda-t-elle avec un petit sourire. « Un moment, j'ai pensé qu'il faudrait organiser des funérailles. » Julien tressaillit. « Tais-toi » lâcha-t-il avec brusquerie. Sandrine haussa les sourcils surprise, mais ne répondit pas et retourna au salon. Julien resta dans le couloir, ne sachant où aller ni quoi faire. Il sentait qu'il devait entrer parler avec Pierre, dire quelque chose, peut-être même demander pardon. Mais qu'allait-il dire ? Les mots se coinçaient dans sa gorge. Finalement, il fit demi-tour et retourna au salon près de Sandrine, vers la télévision, vers cette vie confortable où il n'était pas nécessaire de trop penser. Pierre était allongé dans son lit, écoutant les pas de son fils s'éloigner. Il ne fut pas surpris que Julien n'entre pas le voir. Cela ne lui fit pas particulièrement mal. 15 ans suffisaient pour apprendre à ne pas attendre d'affection de la part de son fils. Il tourna la tête et regarda la table de chevet. À côté de la carte du médecin, il y avait l'autre, celle de la notaire Gabrielle Rivas. Pierre se souvint qu'il l'avait appelée avant de s'évanouir. Elle lui avait dit qu'elle viendrait dès que possible. Il se redressa lentement, vainquant la faiblesse. Les documents qu'il avait éparpillés avant l'attaque étaient maintenant partis au sol, partis sur le lit. Il commença à les ramasser, s'assurant que tout était encore là. L'acte de propriété de l'appartement où il vivait, les actes de propriété des 2 appartements du centre, les contrats de location, l'extrait du compte bancaire, tout était en ordre. Pierre regarda la photo de Monique au mur. « J'aurais dû le faire il y a longtemps, » murmura-t-il. « Tu disais toujours que j'étais trop mou. Tu avais raison. » Du salon lui parvenaient les voix de Sandrine parlant avec Julien.
Plaintes, reproches, exigences. Elle se plaignait et exigeait toujours quelque chose depuis le jour même où elle était entrée dans la famille. La sonnette de la porte retentit et Pierre entendit Julien aller ouvrir. Des voix dans l'entrée, puis des pas dans le couloir. Papa, se fit entendre la voix de Julien depuis la porte de la chambre. Des notaires sont venus te voir. Pierre plaça les documents dans une chemise, se leva et ajusta ses vêtements. Ses jambes tremblaient un peu, mais il s'obligea à rester droit. Qu'ils entrent, répondit-il. Et toi aussi entre. Cela t'intéresse? La notaire Gabrielle Rivas était exactement comme Pierre se la rappelait. Une femme grande au dos droit et aux yeux gris très attentifs. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable et dégageait cette sensation de calme ferme qu'ont les personnes habituées à gérer les secrets d'autrui. Derrière elle venait un jeune homme avec une mallette en cuir, son assistant. « Monsieur Dubois ?» le salua-t-elle en entrant. « Je suis venu dès que j'ai pu. Vous m'avez dit que c'était urgent. »« Oui, » répondit Pierre en lui montrant la seule chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, la conversation va être longue. » Julien resta à la porte, regardant de son père à la notaire sans rien comprendre. Il était clairement déstabilisé. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il essaya de garder la voix ferme. « Pourquoi veux-tu une notaire si tu as failli mourir il y a peu ?» Pierre le regarda, et dans ce regard, il n'y avait ni colère ni rancœur, seulement la fatigue profonde de quelqu'un qui a porté trop de poids pendant trop longtemps. « Précisément pour cela, fils, » répondit-il. « Parce que j'ai failli mourir. Cela m'a fait comprendre quelque chose. La vie se termine à tout moment, et je veux laisser mes affaires en ordre. Entre et écoute. » Julien entra lentement et s'appuya au mur en croisant les bras. Sandrine apparut derrière lui, et Pierre l'invita aussi. « Toi aussi tu peux écouter, Sandrine. Cela vous concerne tous les deux. » La notaire prit place et ouvrit la chemise qu'elle apportait. Le jeune assistant resta debout, prêt à passer des documents. « Monsieur Dubois ?» commença Gabriel d'un ton professionnel. « Il y a 3 mois, vous m'aviez commenté que vous vouliez mettre en ordre vos affaires patrimoniales. J'ai préparé tous les documents nécessaires. Mais avant de continuer, je dois confirmer que votre décision est définitive. » Pierre hocha la tête. « Définitive et sans retour en arrière. » Julien bougea, inquiet. « Quelle décision? De quoi tu parles? Papa, explique-moi bien ce qui se passe. » Pierre le regarda quelques secondes en silence, observant cet homme de 42 ans, son fils unique, essayant de trouver en lui l'enfant qui un jour courait vers ses bras en criant « Papa !» Mais cet enfant n'était plus là. « Maintenant, je t'explique, » dit-il finalement. « Assieds-toi, parce que ça ne va pas être facile à entendre. » Comme il n'y avait nulle part où s'asseoir, Julien resta appuyé au mur. Sandrine se colla à lui. La notaire sortit le premier document et le laissa sur le lit devant Pierre. « Commençons par le principal, » dit-elle. « Acte de propriété de l'appartement 14 rue des Jardins, appartement 73, c'est-à-dire 7 appartements. » Julien sourit soulagé. « Enfin, » s'exclama-t-il, « je pensais que tu ne te déciderais jamais. » La notaire leva les yeux et le regarda avec une expression neutre. « Je crois que vous n'avez pas compris, monsieur Julien. Ceci est l'acte de propriété de votre père. L'appartement est à monsieur Dubois. Il l'a toujours été et il le reste. » Le sourire s'effaça lentement du visage de Julien. « Comment ça, il le reste ?» balbutia-t-il. « Papa m'avait promis de le transmettre il y a 10 ans. » Pierre secoua la tête. « Je te l'avais promis. » « Oui, et je pensais le faire, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait, une sensation interne que je ne savais pas expliquer. Maintenant, je sais ce que c'était. J'attendais. Je voulais voir quel genre d'homme tu deviendrais. » Julien pâlit. Ses mains croisées sur la poitrine se tendirent. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il d'une voix ténue. « Que maintenant, tu as décidé de me punir pour ce qui s'est passé dans la cuisine. » Pierre ne répondit pas immédiatement. Il le regarda longtemps, comme s'il voulait graver dans sa mémoire chaque trait de son visage. « Pour ce qui s'est passé dans la cuisine, » répéta-t-il lentement. « C'est comme ça que tu l'appelles. Tu m'as frappé, Julien. Tu as donné un coup à ton père et tu m'as traité de vieux puant. Et ta femme a ri. » Sandrine tressaillit, mais ne dit rien. Ses yeux se plissèrent, et elle regarda son beau-père avec une haine mal dissimulée. « Je me suis emporté, » serra les dents Julien.
J'ai mal agi, je le sais, mais ce n'est pas une raison pour monter ce cirque avec des notaires. La notaire s'éclaircit discrètement la gorge. Si vous me permettez, je continue, dit-elle. Il y a encore beaucoup à réviser. Elle sortit 2 autres documents et les plaça sur le lit. Acte de propriété d'un appartement, 8 rue Centrale, appartement 42, 2 chambres, 73 Merweley, et acte de propriété d'un appartement, 22 avenue de la Paix, appartement 115, 3 chambres, 91 Merweley. Les 2 propriétés appartiennent également à Monsieur Pierre Dubois. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Julien resta immobile et son visage passait de la perplexité au choc. Quoi ? Réussit finalement à articuler Julien. Quels appartements ? D'où sortent-ils ? Pierre croisa les mains sur ses genoux et parla avec calme. Le premier appartement, celui de la rue Centrale, je l'ai acheté il y a 30 ans quand tu allais encore au collège. Ta mère et moi, nous avons économisé pendant des années. Nous voulions que tu aies quelque chose à toi. Puis nous avons acheté celui de l'avenue de la Paix il y a 20 ans. Les 2 appartements, je les ai toujours loués. L'argent allait sur un compte spécial dont tu ne savais rien. Et pourquoi ? Chuchota Julien. Pourquoi tu n'as jamais rien dit ? As-tu jamais demandé ? Répliqua Pierre, et pour la première fois dans sa voix se glissa une nuance d'amertume. En ces 15 ans, as-tu jamais demandé comment je vivais ? Si j'avais de l'argent pour les médicaments ? Julien ne répondit pas. Son silence parlait seul. Pierre continua. Tu étais sûr que j'étais un vieux pauvre accroché à ton cou, que je vivais d'une pension misérable et que je dépendais totalement de toi. Cette idée te rendait arrogant. Tu pensais que je n'avais nulle part où aller, que je supporterais n'importe quoi parce que je n'avais pas d'autre option. Il fit une pause et le regarda dans les yeux. Mais j'ai une option, Julien. Je l'ai toujours eue. Je n'ai simplement pas voulu l'utiliser parce que je croyais que la famille était au-dessus de tout. Je me trompais. Sandrine récupéra finalement la voix, fit un pas en avant, tremblant de rage. « Il doit y avoir une erreur !» cracha-t-elle. « D'où allez-vous sortir de l'argent pour 2 appartements ? Si vous avez toujours été un simple ingénieur mal payé. » Pierre se tourna vers elle et esquissa un léger sourire. « Un simple ingénieur », répéta-t-il. « Oui, j'ai été ingénieur, mais j'ai aussi obtenu plusieurs brevets pour mes inventions. J'ai vendu des licences à plusieurs entreprises. Avec cet argent, j'ai acheté les appartements et il en restait. » La notaire sortit un extrait bancaire et le posa sur les autres documents. Le solde actuel du compte de Monsieur Dubois, lut-elle d'un ton neutre, est d'environ 53 000 € plus un revenu mensuel approximatif de 2 300 € par la location des 2 appartements. Sandrine devint si pâle qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. Elle s'agrippa au bras de Julien. « Presque 53 000 €, murmura-t-il, et 2 appartements dans le centre. Papa, pourquoi vivais-tu dans cette petite chambre ? Pourquoi supportais-tu tout ça ?» Pierre se leva. Il bougeait lentement, encore affaibli par l'infarctus, mais il se tenait droit, et dans sa posture était apparu quelque chose de nouveau. Une dignité qu'il avait cachée pendant des années. « Parce que je voulais être près de ma famille, » répondit-il. « Parce qu'après la mort de ta mère, l'appartement me paraissait énorme et vide. Je pensais qu'être près de mon fils, j'irais mieux. Je croyais que tu m'aimais, Julien. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda la cour grise. « Moi, je payais tout dans cette maison, » continua-t-il sans se retourner. « Vous croyez que c'était avec ton salaire ? Non. Chaque mois, je laissais des enveloppes avec de l'argent pour la nourriture, les services, les réparations. »« Ce n'est pas vrai !» protesta Sandrine, bien que sa voix sonne peu convaincue. « Julien gagne bien, » admit Pierre, « mais pas assez pour maintenir le niveau de vie que vous menez. Voiture neuve tous les 3 ans, vacances à l'étranger tous les étés, vêtements chers, restaurants. D'où croyais-tu que tout sortait ?» Il se tourna vers elle. « Je sais que tu ne m'as jamais aimée, Sandrine. Je sais que tu m'as toujours vue comme un fardeau. J'ai entendu vos conversations sur me mettre en maison de retraite. Je t'ai entendu m'appeler vieux, inutile et puant. J'ai tout entendu. » Sandrine recula d'un pas, comme si les mots lui avaient fait mal physiquement. « Et j'ai supporté, » termina Pierre. « J'ai supporté pour mon fils, pour l'idée de famille, pour l'espoir qu'un jour les choses changeraient. Aujourd'hui, cet espoir est mort. » La notaire l'observait attentivement. « Monsieur Dubois, » intervint-elle avec douceur. « Si vous voulez, nous pouvons laisser cela pour un autre jour. »
Pierre secoua la tête avec décision. Non, dit-il avec fermeté. Aujourd'hui, maintenant. J'ai trop longtemps attendu. Il se tourna vers Julien et Sandrine. Je vais vendre cet appartement, annonça-t-il. Il y a déjà un acheteur. Les documents sont prêts. Il ne reste que la signature. Vous avez 30 jours pour chercher un autre endroit et déménager. Quoi? Chuchota Sandrine. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre foyer. Nous vivons ici depuis 15 ans. C'est mon foyer, corrigea Pierre avec calme. Il a toujours été à moi, et je peux en faire ce que je veux. Julien resta silencieux, le visage décomposé par un mélange de rage, de peur, de honte et de désespoir. Où allons-nous aller? Demanda-t-il finalement d'une voix éteinte. Nous n'avons pas d'argent pour un autre appartement. Ce n'est plus mon problème, répondit Pierre. Il n'y avait pas de cruauté dans son ton, seulement de la fatigue. Pendant 15 ans, j'ai résolu vos problèmes. Maintenant, vous devrez arranger les vôtres. Il regarda la notaire et hocha la tête. Signons, dit-il. Je veux que ce soit bouclé aujourd'hui. Gabriel étala les documents sur la petite table. L'assistant sortit un stylo à encre bleue. Tout se déroulait avec un calme bureaucratique. Julien, appuyé au mur, regardait avec des yeux grands ouverts comment son père signait les papiers qui le laissaient sans maison, sans argent. Il sentait qu'il devait faire quelque chose, dire quelque chose, mais il ne pouvait pas bouger. Ses pieds semblaient collés au sol et sa langue au palais. Premier document, lut Gabriel. Contrat de vente de l'appartement 14 rue des Jardins, appartement 73. Acheteur Ignace Bertrand. Entrepreneur, disposé à boucler l'achat dans un délai d'1 semaine. Montant de l'opération, 80 000 euros. Sandrine laissa échapper une plainte. 80 000 euros. L'appartement dans lequel elle avait vécu 15 ans valait 80 000 euros. Et tout cet argent lui échappait. « Attends, » dit Julien en se détachant finalement du mur et faisant un pas en avant. « Attends, s'il te plaît, papa. Parlons tranquillement. Nous sommes une famille. » Pierre leva la tête et le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait ni rage ni désir de vengeance. Seulement la tristesse infinie de quelqu'un qui attend depuis des années des paroles qui n'arrivent jamais. « Famille », répéta-t-il en savourant le mot. « Aujourd'hui, dans la cuisine, tu m'as dit de me taire. Tu m'as frappé au visage. Sandrine a ri. C'est ce que toi tu appelles famille. »« J'ai déconné, » dit Julien, et sa voix se brisa. « J'ai été horrible, je le sais. Mais ce n'est pas une raison pour détruire tout ce que nous avons construit pendant tant d'années. Papa, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je te promets que je vais changer. » Pierre resta silencieux le regardant. Dans ce silence, il y avait quelque chose de lourd. Il se souvenait parfaitement de toutes les fois où Julien lui avait promis de changer. Après l'avoir crié devant des invités, après avoir oublié son anniversaire 3 années de suite, après l'avoir traité de fardeau. « Combien de fois m'as-tu demandé une autre chance, fils ?» demanda-t-il finalement. « J'ai perdu le compte, et chaque fois je t'ai cru, parce que je voulais te croire, parce que tu es mon fils. Je t'ai aimé plus que tout au monde. » Il se leva et s'approcha de Julien, s'arrêtant à un pas de lui. Père et fils restèrent face à face, séparés par un abîme de 15 années. « Mais aujourd'hui tu as franchi une ligne, » continua Pierre, « et pas parce que tu m'as frappé. Le coup n'est qu'une conséquence. Ce qui m'a brisé, c'est de voir le mépris dans tes yeux. Le mépris envers l'homme qui t'a donné la vie. Et j'ai compris que je m'étais trompé moi-même. »« Papa, » chuchota Julien les yeux pleins de larmes. « Papa, s'il te plaît. » Sandrine s'interposa en l'écartant de l'épaule. Son visage était décomposé par un mélange de peur et de colère. « Vous n'avez pas le droit, » cracha-t-elle. « Nous avons passé 15 ans à nous occuper de vous, à supporter vos maladies, vos plaintes. Nous méritons cet appartement. » Gabrielle haussa un sourcil, mais resta silencieuse. L'assistant recula d'un pas. Pierre regarda sa belle-fille, et dans son expression, il n'y avait ni haine ni mépris. Il y avait quelque chose qui ressemblait à la compassion. « Vous occupez de moi, » répéta Pierre. « En 15 ans, tu ne m'as pas apporté ne serait-ce qu'un verre d'eau quand j'étais malade. Tu ne m'as jamais demandé comment je me sentais. Tu ne m'as jamais dit un mot aimable. Tu fumais devant moi sachant que j'ai de l'asthme. Tu m'appelais vieux puant dans mon dos. Tu parlais avec tes amis de quand je mourrais enfin. » Sandrine ouvrit la bouche pour protester,
Mais Pierre leva la main pour l'arrêter. J'ai tout entendu, dit-il. Les murs ici sont fins et j'entends encore assez bien. J'ai écouté chaque chose que tu as dite sur moi et je me suis tu parce que j'avais l'espoir que ça te passerait, que tu finirais par m'accepter. Ce ne fut pas ainsi et ça ne le sera jamais. Sandrine se tourna vers Julien, cherchant de l'aide. Julien, dis quelque chose. Julien leva la tête et la regarda. Et dans ses yeux brilla quelque chose de nouveau, une lucidité amère. Que veux-tu que je dise ? Répondit-il à voix basse. Qu'il n'a pas raison ? Mais il a raison, Sandrine, en tout. Il regarda de nouveau Pierre. Je ne savais pas que tu écoutais tout, admit-il. Je pensais que tu t'enfermais dans ta chambre et que tu ne te rendais compte de rien. Je croyais que... Il s'arrêta, incapable de continuer. Pierre hocha lentement la tête. Tu croyais que j'étais un vieux sénile qui ne se rend plus compte de rien ? Dit-il. Ça fait mal aussi, fils, ça fait très mal. Gabriel s'éclaircit de nouveau la gorge avec délicatesse. Monsieur Dubois, si vous voulez, nous faisons une pause. Non, l'interrompit-il avec fermeté. Pas de pause. Continuons. Il retourna au lit, prit le premier document et le relut. Puis il prit le stylo et signa au bas de la page d'une écriture claire et ferme, sans hésitation. Sandrine étouffa un cri, comme si cette signature lui avait causé une douleur physique. « Non, vous ne pouvez pas !» sanglota-t-elle. « C'est notre maison. » Elle se lança vers le lit, essayant de lui arracher le papier, mais l'assistant de la notaire fut plus rapide. Il lui saisit la main avec douceur, mais avec fermeté. « S'il vous plaît, calmez-vous, » dit-il. Toute pression ou agression peut être considérée comme coercition et avoir des conséquences légales. Sandrine retira sa main d'un coup et recula, respirant de façon agitée. Ses yeux lançaient des éclairs, mais elle garda le silence, consciente que la partie était perdue. Pierre signa le deuxième document, puis le troisième. La notaire estampilla son sceau sur chaque feuille, et le coup sourd du tampon sur le papier résonnait dans la chambre comme un coup de marteau. Julien restait immobile, voyant comment les signatures de son père lui arrachèrent la maison, l'argent, les commodités. Il savait qu'il devrait intervenir, dire quelque chose, mais il ne pouvait pas. Il se limitait à regarder comment sa vie s'écroulait. « Dernier document ?» annonça Gabriel en plaçant un autre papier devant Pierre. « Demande de changement de domicile. À partir d'aujourd'hui, vous serez enregistré dans l'appartement 8 rue Centrale, appartement 42. » Pierre signa aussi celui-ci. « C'est fait, » dit-il en posant le stylo. Il se leva et regarda son fils et sa belle-fille. Ils étaient l'un à côté de l'autre, mais entre eux semblait s'être ouverte une fissure. Sandrine regardait Julien avec reproche. Julien regardait le sol, incapable de lever les yeux. « Vous avez 30 jours, » dit Pierre. « Cherchez un autre endroit et partez. L'acheteur est disposé à attendre ce délai. »« Papa, » chuchota Julien, « où allons-nous aller ? Nous n'avons pas d'argent pour louer quelque chose de décent. » Sa voix se brisa. Pierre le regarda, et quelque chose qui ressemblait à la pitié bougea dans sa poitrine. Après tout, il était toujours son fils, l'enfant qu'il avait bercé dans ses bras. Mais cet enfant était perdu depuis longtemps. « Tu es un homme adulte, Julien, » dit-il finalement. « Il est temps que tu apprennes à résoudre tes propres problèmes. J'ai été en train de le faire pour toi trop longtemps. » Il se tourna vers la notaire. « Merci, maître Rivas. J'apprécie beaucoup votre aide. » Gabriel rassembla les documents et les rangea dans la chemise. « C'est pour cela que nous sommes là, » répondit-elle. « Si vous avez besoin d'autre chose, vous savez où me trouver. » Elle se dirigea vers la porte et son assistant la suivit. Avant de sortir, Gabriel se tourna une dernière fois vers Pierre. « Vous avez fait le bon choix, monsieur Dubois, » dit-elle doucement. « Parfois, il faut être cruel pour être juste. » Puis elle disparut dans le couloir, suivie par son assistant. Le silence qui s'installa dans la petite chambre était lourd, oppressant, comme si l'air lui-même avait du mal à circuler. Julien et Sandrine restaient immobiles, regardant les documents signés sur le lit. Leur vie venait de basculer en quelques minutes. L'appartement qui avait été leur refuge pendant 15 ans ne leur appartenait plus. L'argent que Julien croyait gagner avec son travail provenait en réalité de son père. Tout ce qu'ils avaient construit s'était effondré. « Je vais faire mes bagages », dit finalement Sandrine d'une voix éteinte.
Elle sortit de la chambre sans regarder personne. Julien resta seul avec son père. Il voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Il y avait trop de choses à dire et aucune d'elles ne semblait appropriée. « Je suis désolé, » murmura-t-il finalement. « Je suis vraiment désolé, papa. » Pierre le regarda longtemps, et dans ses yeux, il y avait une profonde tristesse. « Je sais que tu l'es, » répondit-il. « Mais les excuses arrivent trop tard, fils, beaucoup trop tard. » Julien hocha la tête et sortit de la chambre. Pierre resta seul, regardant la photo de Monique au mur. Elle continuait à sourire, et il lui sembla voir dans ses yeux une approbation silencieuse. Pour la première fois en 15 ans, Pierre Dubois se sentait libre. Libre de la culpabilité, libre de l'obligation de prendre soin de quelqu'un qui ne l'aimait pas, libre de vivre sa vie comme il l'entendait. Le prix avait été élevé, mais il l'avait payé. Et maintenant, il pouvait enfin commencer à vivre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.